Et bienvenue au stand Radio France. Radio France qui soutient depuis 2002 l'association Lire dans le Noir. Lire dans le Noir dont la vocation est de faire mieux connaître les livres audio, ces livres qu'on écoute au lieu de les lire avec les yeux. Beaucoup de gens pensent encore que les livres audio c'est bon pour les enfants et pour les aveugles. Et ne se sentent pas forcément concernés par des livres enregistrés. Nous pensons que c'est vraiment une erreur et que se faire raconter des histoires, c'est un plaisir qui doit vraiment être partagé par tous. C'est donc pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous donner envie d'écouter des livres. Sachez que depuis 2009 maintenant, Lire dans le Noir a créé un prix littéraire qui vise à récompenser des enregistrements de qualité. Nous récompensons chaque année un roman récent, un classique, un document et un enregistrement jeunesse. Et donc aujourd'hui, on a évidemment envie de vous parler d'un de nos lauréats. Il s'agit du lauréat 2012, La mort du roi de Sangor, de Laurent Godet, lu par Pierre-François Garel. Et c'est Pierre-François Garel, l'interprète, qui est là aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour. Un livre audio qui a été réalisé par les éditions Télème. Et puis, nous avons aussi récompensé cette année les éditions Audiolib pour Éloge de la faiblesse d'Alexandre Jolien, lu par Bernard Campan. Alors, il se trouve que Bernard et Alexandre étaient venus il y a quelques années, ici même, pour nous parler d'un précédent ouvrage. Donc, on a voulu faire une nouvelle découverte avec vous. Aujourd'hui, Valérie Lévy-Soussan, directrice des éditions Audiolib. Bonjour. Donc, vous nous direz un petit mot à la fois du titre lauréat et de celui dont nous allons parler aujourd'hui. Et c'est Gila Clara Kessous qui est interprète, qui avait travaillé justement pour les éditions Audiolib, qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Donc, pour dire un petit mot du lauréat sur lequel nous n'allons pas nous pencher aujourd'hui, Valérie, un petit mot quand même, parce qu'on a évidemment envie de défendre les enregistrements qu'on a aimés. Éloge de la faiblesse a été lauréat 2012 dans la catégorie document, et c'est un enregistrement... Oui, c'est un très bel enregistrement de Bernard Campan, en fait, parce que quand on a lu ce livre, Éloge de la faiblesse, donc d'Alexandre Jolien, qui raconte un petit peu son parcours et son expérience, voilà, où il a un certain handicap, mais ça ne l'a pas empêché de faire de la philosophie, mais il raconte de façon très humaine et toutes les leçons qu'on peut tirer de tous les obstacles qui peuvent vous arriver. Et c'est vraiment un livre très beau, très court, et ça nous a semblé parfait pour lire et pour donner du courage et de l'espoir et matière à réflexion, je dirais, sur ces différences. Et Bernard Campan, en fait, connaissait, puisque vous aviez déjà travaillé avec lui, et pour la construction de soi. Voilà. Et donc connaissait bien Alexandre Jolien, et la rencontre de Bernard Campan et d'Alexandre Jolien, je veux dire, a vraiment, je dis pas changé la vie de Bernard Campan, mais presque, quoi. Je veux dire, il a vraiment appris énormément à son contact. Ils sont devenus amis. Ils ont continué comme ça des échanges. Voilà. Et donc Bernard Campan, en dehors d'être un inconnu, est un lecteur absolument magnifique et s'est prêté donc à ce livre qui est sous une forme dialoguée, un petit peu comme des dialogues socratiques. D'ailleurs, il y avait un autre comédien, Michel Rimbaud, qui jouait le rôle de Socrate. Voilà. Et donc qui, comme ça, intervenait pour poser des questions qui sont voilà, un petit peu des questions que tout le monde peut se poser et qui aidaient comme ça au cheminement de la pensée. Et c'était vraiment un très beau document, un très beau livre audio. Ça m'a fait très plaisir de recevoir ce prix comme tout le monde d'ailleurs. Voilà. Mais donc aujourd'hui, c'est Gila Clara Kessous qui est avec nous, avec qui vous avez réalisé 2 enregistrements. Oui, alors effectivement, nous avons réalisé en fin d'année dernière Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb. Donc Gila Clara va vous en parler, va vous en lire des extraits. D'habitude, nous, on publie plutôt des nouveautés, des livres qui viennent de sortir. On publie régulièrement Amélie Nothomb et puis beaucoup d'autres auteurs contemporains. Mais il se trouve que ce livre-là est un livre un petit peu culte, puisque c'est le premier livre qui a fait connaître Amélie Nothomb, qui est une histoire vraiment dialoguée de façon extraordinaire. Et voilà, quand on a
parlé avec Guy Laclara, qui aime beaucoup Amélie Nothomb, enfin, qui s'est rencontré et tout. Et Guy Laclara, en comédienne, théâtre, qui donne des cours, etc. Et on s'est dit vraiment, ce livre qui a fait vraiment démarrer comme ça la carrière de cet écrivain qui avait à peine, je crois qu'elle avait à peine 20 ans à l'époque, qui est brillantissime. Et on s'est dit vraiment qu'elle pourrait tout à fait rendre toute la jubilation et tout l'esprit de ce livre. Et puis, voilà, donc c'était pour fêter le 20e anniversaire de la sortie de ce livre. Et puis, juste après, puisqu'en parlant comme ça avec des comédiens, Guy Laclara a une culture aussi anglo-saxonne, et on a un livre qui est un roman policier de Jane Austen, qui est très bien écrit et qui est un petit peu à la manière de Billy James, qui est à la manière de Jane Austen, qui s'appelle La mort s'invite à Pemberley. Et donc voilà, Guy Laclara a aussi fait paraître cette année, en tout début d'année, La mort s'invite à Pemberley, voilà, qui est une suite du roman imaginé par Jane Austen. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie Lévy-Soussan des éditions Audiolib. Je précise qu'il y a un micro HF à votre disposition, donc si vous souhaitez à un moment donné poser une question ou intervenir, et bien surtout ne vous en privez pas, faites-moi un petit signe et je vous donnerai la parole. Alors je me tourne donc vers nos deux invités. Peut-être, est-ce que je peux vous demander un petit mot chacun d'abord pour vous présenter à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de vous voir sur scène ou de vous écouter. Quelques mots simplement sur votre parcours. Pierre-François Garrel, vous êtes avant tout comédien de théâtre. Oui. Récemment, Marivaux, Shakespeare. Oui, l'année dernière, avec Christiane Loupin, La colline dans salle d'attente, d'après catégorie de 3-1 de Darcy Noren. Oui, voilà, j'ai suivi une formation de comédien de théâtre, conservatoire à Rennes, puis conservatoire supérieur de théâtre à Paris. Et dans la suite logique des choses, voilà, je suis arrivé sur scène. Et vous, Guy Laclara-Kessous, vous êtes une particularité que vous avez, c'est que vous êtes très engagé dans la lutte en faveur des droits de l'homme. Exactement. J'ai eu la chance d'être nommée en janvier dernier artiste UNESCO pour la paix, en essayant de défendre des valeurs éthiques par le théâtre, justement par l'oralité. Et c'est pour cela que tout ce qui va toucher à la transmission orale, à la lecture, on va dire tout ce qui est possible de pouvoir transmettre en termes de recherche humanitaire sur scène m'intéresse énormément. Très bien, alors ce que je propose, c'est qu'on se plonge tout de suite dans l'écriture et je vais vous inviter, Pierre-François Garrel, à nous faire partager par la voix un extrait de La mort du roi de Sangor, qui est donc l'un des lauréats 2012 du prix Lire dans le Noir, cette version audio de ce roman de Laurent Godet, qui se prête vraiment, je crois qu'on peut le dire, très très bien à une lecture à voix haute. Et donc, on va se plonger dans le tout début du livre, tout simplement. Oui, une qui dit absolument. D'ordinaire, Catabolonga était le premier à se lever dans les palais. Il arpentait les couloirs vides, tandis qu'au dehors, la nuit pesait encore de tout son poids sur les collines. Pas un bruit n'accompagnait sa marche. Il avançait sans croiser personne, de sa chambre à la salle du tabouret d'or. Sa silhouette était celle d'un être vaporeux qui glissait le long des murs. C'était ainsi. Il s'acquittait de sa tâche en silence avant que le jour ne se lève. Mais ce matin-là, il n'était pas seul. Ce matin-là, une agitation fiévreuse régnait dans les couloirs. Des dizaines et des dizaines d'ouvriers et de porteurs allaient et venaient avec précaution, parlant à voix basse pour ne réveiller personne. C'était comme un grand navire de contrebandiers qui déchargeait sa cargaison dans le secret de la nuit. Tout le monde s'affairait en silence. Au palais de Massaba, il n'y avait pas eu de bruit. Le travail n'avait pas cessé. Depuis plusieurs semaines, Massaba était devenu le cœur anxieux d'une activité de fourmis. Le roi de Sangor allait marier sa fille avec le prince des terres du sel. Des caravanes entières venaient des contrées les plus éloignées pour apporter épices, bétail et tissus. Des architectes avaient été diligentés pour élargir la grande place qui s'étendait devant la porte du palais. Chaque fontaine avait été décorée. De longues colonnes marchandes venaient apporter des sacs innombrables de fleurs. Massaba vivait à un rythme qu'elle n'avait jamais connu.
Au fil des jours, sa population grossissait. Des milliers de tentes maintenant se tenaient serrées le long des remparts, dessinant d'immenses faubourgs de tissus multicolores où se mêlait le cri des enfants qui jouaient dans le sable et les braiements du bétail. Des nomades étaient venus de loin pour être présents en ce jour. Il en arrivait de partout. Ils venaient voir Massabat. Ils venaient assister aux noces de Samilia, la fille du roi de Songor. Depuis des semaines, chaque habitant de Massabat, chaque nomade avait déposé sur la place principale son offrande à la future mariée. C'était un gigantesque amas de fleurs, d'amulettes, de sacs de céréales et de jarres de vin. C'était une montagne de tissus et de statues sacrées. Chacun voulait offrir à la fille du roi de Songor un gage d'admiration et une prière de bénédiction. Or, en cette nuit-là, les serviteurs du palais avaient été chargés de vider la place de toutes ces offrandes. Il ne devait plus rien rester. Le vieux roi de Massabat voulait que l'esplanade soit décorée et resplendissante, que tout son parvis soit jonché de roses, que sa garde d'honneur y prenne place en habit d'apparat. Le prince Khouam allait envoyer ses ambassadeurs pour déposer aux pieds du roi les présents qu'il offrirait. C'était le début de la cérémonie nuptiale, la journée des présents. Tout devait être prêt. Merci Pierre-François Garel pour cette prestation peu évidente compte tenu de l'ambiance du Salon du Livre. On est évidemment très très loin des conditions d'enregistrement où là vous êtes dans votre petit cocon. C'est monacal. Alors décrivez-nous justement les conditions d'enregistrement dans lesquelles vous êtes amené à travailler. Ben, c'est ça, c'est près d'une ambiance très monacale, un studio où je suis seul avec le silence et la voix. Et alors pour la remise des prix Lire dans le Noir, on avait eu un petit film avec un extrait d'enregistrement. On vous voyait avec une petite lampe, une lumière très tamisée. C'est quelque chose que vous essayez de vous mettre dans une ambiance particulière? Non, je ne crée pas ma loge à l'intérieur du studio. Mais oui, voilà, c'est fait en sorte qu'il y ait une ambiance un peu chaude, un peu calme, et on essaye de se concentrer au maximum sur la langue, sur le mouvement de l'auteur. Non, c'est très agréable d'être à la fois... on est emprisonné pour pouvoir trouver la liberté dans les mouvements dans le livre, finalement. Guinée Clara Tessous, vous aussi, ces conditions d'enregistrement Ce sont les mêmes, effectivement. On a vraiment l'impression d'être isolé du reste du monde. Et puis je voudrais également saluer la formidable efficacité des ingénieurs du son, parce qu'on n'est jamais tout à fait livré à soi. Dès que le violon sonne faux, on a cette petite voix dans l'oreille qui nous dit « Ah, l'intonation n'est pas exactement la bonne ». Donc c'est vrai que c'est un grand plaisir d'avoir cette liberté totale et une possibilité de correction. Alors il faut souligner justement effectivement que enregistrer un livre audio c'est quand même un travail très conséquent. Il y a le temps de lecture, il y a les reprises, il y a le montage derrière. C'est vraiment tout un travail d'équipe. C'est vrai que quand on écoute La mort du roi de Songor par exemple en livre audio, on a vraiment cette sensation d'une très grande fluidité et on a l'impression que tout ça a jailli tout seul, spontanément, que ça a été enregistré d'un seul tenant. En réalité, il y a quand même un vrai long travail derrière. Alors, pas derrière, enfin oui, derrière l'enregistrement final, mais pour ma part, je ne prépare pas mes enregistrements. J'annote les 2-3 premières pages, et puis finalement, j'ai envie d'arriver avec la spontanéité d'un lecteur quand il ouvre un livre et qu'il le découvre. Donc, mais oui, effectivement, un livre de 5 heures, ça prend 4 mois à faire. Mais c'est très agréable d'être dans cette matière textuelle et essayer de la rendre audible, écoutable. Et c'est même agréable dans l'erreur de se tromper. On apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur l'auteur, sur comment ça fonctionne. Et puis une fois qu'on a rencontré la langue d'un auteur un même auteur sur plusieurs livres, il y a une familiarité qui se crée, effectivement une fluidité. Donc peut-être que la mort du roi de Songor, il y a eu des arrêts, des reprises, peut-être 5000, mais on arrive à avoir finalement une fluidité qui apparaît
Alors moi, il y a une chose qui m'a frappée dans le petit film, encore une fois, où on voyait lire un extrait du Roi de Sangor. Là, vous faisiez les mêmes gestes, mais ça se voyait un petit peu moins, parce que vous êtes à côté de moi et c'est plus discret. Mais j'avais été frappée par vos mains. Par vos mains qui étaient toujours en mouvement, en même temps que la lecture, comme si elles venaient vous accompagner, vous aider à vous concentrer. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient? Oui. Qu'est-ce que c'est? On essaye de saisir le texte avec sa tête, ses compétences intellectuelles, mais je pense que le plus important et le plus difficile, c'est de le saisir corporellement, surtout quand on est assis en face d'un micro et qu'on reste pendant des journées ou des demi-journées entières assis. Il faut rester en éveil et il faut à la fois poumonner le texte, mais le gymnastiquer. Gila Clara, est-ce que vous lisez aussi avec le corps? Mais c'est ce qui est merveilleux, c'est-à-dire c'est de solliciter tout le corps et que finalement le seul organe pour l'entendre c'est la bouche, c'est la voix. Et moi je me suis surprise, mais vers la fin des enregistrements, à soudain prendre un positionnement différent selon le personnage. Et donc effectivement tout le corps rendait visible finalement cette intonation de la voix qui ne venait pas par hasard, parce que justement c'était l'aboutissement d'un vrai travail du corps qui s'exprimait, c'est-à-dire par la voix d'une certaine manière pour ce personnage-là. Donc c'était assez étonnant. Donc on peut supposer que même si on ne voit pas le comédien à l'œuvre, effectivement il y a un ressenti qui va... Il y a un très gros travail du corps, c'est-à-dire que c'est tout le corps qui est investi pour réussir à trouver l'intonation juste. Alors, je reviens, Père François Garel, à la mort du Roi de Sangor. C'est vraiment un texte qui est de l'ordre du... On est proche du mythe, et donc on a vraiment l'impression que vous êtes un conteur. Ben oui, il y a cette notion du mythe, toujours dans les romans de Laurent Godet, que ce soit un mythe réel ou des mythes qui s'amusent à réinventer ou à créer toute pièce. Et effectivement, à l'intérieur de cette notion de mythe, il y a le conteur, et notamment chez Laurent Godet, c'est souvent des romans à plusieurs voix. C'est des romans, c'est un roman choral, celui-ci, comme Ouragan, comme Le Soleil d'Escorta. Il a cette capacité à jongler entre les différentes langues, à créer des langages vraiment très très différents. Donc, oui, il y a un corps à aller trouver pour chaque langue, effectivement, aussi. Et la position du conteur, c'est celle du narrateur. J'aime bien circuler à la fois dans quelque chose qui serait de l'ordre du posé, plus calme, qu'on peut assimiler à un conteur, et puis parfois des choses un peu plus vives, de l'action, de l'interprétation pure. Donc là, il y a des guerres. Il y a des guerres, c'est totalement épique. Et Laurent Godet, quand on l'a rencontré, nous a dit accessoirement qu'il était enchanté de cette version audio de son livre, mais également qu'il l'écrivait pour la voix haute. Il me disait d'ailleurs que pour lui, quand elle est réussie, une lecture à voix haute ouvre l'architecture du texte. Mais ça se sent en tant que lecteur que c'est un auteur qui lit à voix haute comme Novarina, ou c'est Flaubert ou Balzac qui appelait ça les gueuloirs, Flaubert, voilà. Et ces auteurs qui mettent en pratique à la guillotine leur texte avec leur voix pour voir si ça passe ou ça casse. Et en tant que lecteur, ça se sent vraiment. Il y a certains auteurs qui écrivent pour être imprimés et d'autres, c'est pour ça qu'il est adapté d'ailleurs, il y a beaucoup d'adaptations théâtrales de ces textes. C'est une langue qu'on assimile rapidement à la parole. Et d'ailleurs, à ses yeux, le livre audio est une œuvre à part entière, ce que je souligne parce que certains écrivains n'ont pas forcément cette perception-là. Voilà, l'oralité est parfois un petit peu sous-estimée face à ce qui va être qualifié de vrai livre, à savoir l'écrit. D'avoir des auteurs qui sont ouverts justement à ces différents modes de narration. Je propose, Gila Clara Casus, que vous nous fassiez partager à votre tour un extrait d'un de ces livres audio que vous avez enregistrés, donc en l'occurrence Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb. Avec plaisir.
Nous sommes le 18 janvier, M. Tache. Et c'est le jour qui m'a été attribué pour vous rencontrer. Vos collègues ne vous ont pas dit que Je n'ai pas vu ces gens. Je n'ai aucun rapport avec eux. bon point pour vous. Et on aurait dû vous prévenir. Votre secrétaire, M. Gravelin, m'a fait écouter les bandes hier soir. Je suis là en pleine connaissance de cause. Vous savez ce que je pense de vous. Et vous venez quand même. Bien. Bravo. C'était téméraire de votre part. À présent, vous pouvez partir. Non, Vous l'avez réussi, votre exploit. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous voulez que je signe une attestation? non, monsieur Tache. J'ai grande envie que vous parliez. Écoutez, c'était très drôle, mais ma patience est limitée. Le gag est terminé. Fichez quand? Il n'en est pas question. J'ai reçu l'autorisation de M. Gravelin au même titre que les autres journalistes. Alors je lui Ce grave-là est un traître. Je lui avais bien dit d'envoyer promener les magazines féminins. je ne travaille pas pour un magazine féminin. Comment? La presse masculine engage les femelles maintenant? Ce n'est pas une nouveauté, M. Tache. Merde alors, ça promet. On commence par engager les femelles, on finit par engager des nègres, des arabes, des irakiens. C'est un prix Nobel? Des choses aussi relevées? Prix Nobel de littérature, pas prix Nobel de la paix. Dieu merci. Dieu merci. Oui. Madame joue au bel esprit. Mademoiselle, Mademoiselle. Ça ne m'étonne pas. Moche comme vous l'êtes. Et collante avec ça. Les hommes ont bien raison de ne pas vous épouser. vous avez quelques guerres de retard, monsieur Tache. Aujourd'hui, une femme peut avoir envie de rester célibataire. Voyez-vous ça? Dites plutôt que vous ne trouvez personne pour vous sauter. Ça, cher monsieur, c'est mon affaire. Oh oui, c'est votre vie privée, n'est-ce pas? Exactement. Si ça vous amuse de raconter à tout le monde que vous êtes vierge, c'est votre droit. Les autres ne sont pas obligés de vous imiter. Il faut pour me juger, espèce de petite merdeuse insolente, de mocheté m'a baisé. Monsieur Tache, je vous donne 2 minutes, montre en main, pour vous excuser de ce que vous venez de dire. Si au terme de ces 2 minutes, vous ne m'avez pas présenté vos excuses, je m'en vais. Et je vous laisse vous emmerder dans votre immonde appartement. L'espace d'un instant, de baise sembla suffoquer. Impertinente. Inutile de regarder votre montre. Vous pourriez rester ici 2 ans. Je ne vous présenterai aucune excuse. C'est à vous de vous excuser. Et puis, où allez-vous chercher que je tiens à votre présence? Depuis que vous êtes rentré, je vous ai ordonné de vider le plancher au moins 2 fois. Alors n'attendez pas la fin de vos 2 minutes. Vous perdez votre temps. La porte est là. La porte est là. Vous m'entendez? Merci beaucoup. Alors, Hygiène de l'assassin, c'est un texte qui est en fait composé essentiellement de dialogues. Donc, pour vous, la tâche était rude, effectivement, puisqu'il fallait rentrer dans la peau de ces personnages. Cet écrivain misogyne en fin de vie, extrêmement détestable, et les journalistes qui tentent plus ou moins vaillamment de l'interviewer. Vous parliez du corps tout à l'heure, effectivement, on voit que vous incarnez vraiment ces personnages. Je vous ai même vu lever les yeux, quitter le texte, pour
on sent qu'on est vraiment dans un travail de comédienne, ça va plus loin qu'une lecture classique. Étrangement pour moi, le livre audio, il a toujours à voir avec une transmission d'émotion. Et cette transmission d'émotion, c'est très étrange, c'est presque très proche de l'acte de la prière. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a le travail de l'œil qui lit, on a l'absorption du sens, on a la compréhension qui passe dans le corps, et on a une obligation de diffuser, de transmission ensuite qui doit se détacher de l'écrit pour rentrer complètement dans l'oral. Et ça, il me semble que c'est une sorte de lâcher prise qui fait tout le corps, qui fait toute la voix, pour essayer d'être au service de ce qui est maintenant l'outil de communication, qui est la voix, l'oral, le passage par le micro et vers le destinataire. Et alors, du coup, est-ce que vous avez lu ou relu le texte avant pour être capable ensuite justement de vous en séparer un petit peu? Je serais trop épuisée par Monsieur Tache si j'avais juste devais le lire et le relire avant. Il y a une partie qui est contrôlée en termes d'intonation, en termes de nervosité, et ce qui est très étrange, et c'est pour ça que c'est merveilleusement écrit, c'est que quand on rentre, quand on plonge dans le roman, et qu'on suit le raisonnement, parce qu'il y a raisonnement de ce Monsieur Tache, il y a quelque chose de presque dégoûtamment attachant, d'horriblement attachant. Il y a quelque chose qu'on a tous à l'intérieur qui est cette espèce de volonté de, comment dirais-je, voilà, d'aller à l'encontre de tout ce qu'on pense être bien. Et on a ce côté presque de rébellion horrible qui est possible. On est tous finalement les meurtriers en puissance. Et c'est ce qu'il est. Il va jusqu'au bout avec une certaine naïveté. Et c'est vrai qu'il est détestable, mais en même temps, il est merveilleusement détestable. Vous parliez d'épuisement, est-ce que cet enregistrement n'était pas épuisant justement parce que il faut quand même tenir sur la longueur et comme vous êtes justement non pas dans une lecture très éloignée, très sobre, mais vraiment dans une incarnation des personnages, on se dit mais quelle énergie ça demande. Je ne veux pas dévoiler la fin, mais c'est vrai que ce terme de tâche, il arrive bricole à la fin, et c'est vrai que ce qui est très étrange, c'est de voir parce que la voix a tellement suivi le personnage que même la voix a fait sentir cette douleur, ce mal, cette souffrance. Et c'est vrai que je me rappelle que l'ingénieur du son avait interrompu mon nom, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Et c'est vrai qu'il a fallu un temps de, vous savez, des paliers de décompression quand on sort de cette, voilà, de ce cocon, de cet air confiné dans lequel on est, quand on a donné tout ce qu'on a au service du livre. Il y a des paliers lentement de décompression pour rentrer dans la réalité. Valérie Lévy-Soussan, vous avez fait une interview d'Amélie Nothomb, qui est en bonus, on va dire, de l'enregistrement. Elle vous a dit qu'elle avait horreur de sa propre voix et qu'elle prenait justement comme un cadeau le travail des comédiens sur ces textes. Elle aime beaucoup, effectivement, qu'on puisse s'emparer de ces textes pour les lire à voix haute, et on en a fait quand même quelques-uns parce que voilà, ce sont des textes, quand je dis des livres en général très courts mais extrêmement travaillés, toujours très originaux, et c'est vrai qu'elle prend beaucoup de plaisir, mais elle, quand je lui avais demandé, elle a accepté de faire une interview, mais lire un de ses livres, ce serait pas possible, elle n'aime pas ça. En revanche, effectivement, elle est très très heureuse de cette lecture et de cette occasion comme ça de découvrir autrement son livre. Guéla Clara, Pierre-François, est-ce qu'on a besoin d'aimer un texte pour réussir à bien le restituer? Non. On peut même on peut ne pas prendre de plaisir du tout à enregistrer un texte et servir un texte quand même un bon travail, une bonne interprétation. Ça vous est arrivé? Pas encore. Guéla Clara. Moi, j'ai pas d'amour a priori. Bon, bien sûr, il y a des auteurs que j'aime particulièrement, mais par exemple, je ne connaissais pas du tout le travail de T.D. James. Et quand je connaissais Jane Austen, et quand je suis rentrée dans la mort s'invite à Pemberton, surtout l'introduction, les phrases sont longues, on rentre dans une autre temporalité qu'il faut accepter. Et c'est vrai que oui, étant ce que je suis quelqu'un qui est assez nerveux, assez passionné, et c'est vrai qu'essayer de forcer, de discipliner la langue, la bouche, à
cette espèce d'autre temporalité, ça a été un vrai travail. Mais par contre, une fois qu'on est dedans, en tout cas une fois qu'on se met dans le travail, pour moi je ne peux pas imaginer ne pas aimer. Parce que là, aimer, c'est vraiment donner tout ce qu'on a au service de quelque chose. Et ça, parce que malgré soi, on est embarqué. Voilà. Alors l'un comme l'autre, on l'a évoqué tout à l'heure quand vous vous êtes présenté, vous faites de la scène, vous êtes dans des exercices qui sont très très éloignés du livre audio. Quel plaisir particulier est-ce que vous trouvez à l'enregistrement d'un texte? C'est la base pour un acteur que de lire, que de revenir à la lecture. Maintenant le travail avec les metteurs en scène réguliers sont les metteurs en scène qui te demandent de revenir à la table, de relire. On a fait une semaine de répétition, un mois de répétition, et tout d'un coup, hop, on revient au texte, simplement pour le lire. C'est la base et c'est un exercice renouvelé que d'enregistrer à chaque fois un nouveau livre. Ça enrichit l'acteur et l'acteur enrichit l'enregistrement du livre audio. Maintenant, ça me semble indissociable. Je ne pourrais plus continuer si une des deux choses s'arrêtait, si là, le bateau ou le studio s'arrêtait. C'est devenu vraiment... C'est un dialogue. On a besoin de dialoguer avec d'autres artistes, mais avec nous-mêmes aussi, en fait, en permanence, de se rendre, d'être en ébullition, surtout quand on a suivi des formations comme le conservatoire, des choses comme ça, qui vous mettent pendant 3 ans, moi c'était 6 ans de conservatoire, pendant 6 ans, dans des semaines très très chargées, où on est cueilli par chaque professeur, par des projets, différents projets. Quand on arrive à la fin de ses études et qu'on se retrouve dans le silence de l'appartement en attendant du travail, il faut garder cette ébullition là. Donc effectivement, je le trouve dans la lecture, dans le projet. Je lourd. Il éclaire la question. Moi, je vais revenir sur l'art de l'enregistrement audio. C'est-à-dire qu'on a aussi des choses qui sont tout à fait différentes par rapport à un travail d'acteur, un travail de comédien. On a cet outil fantastique qui est le micro. Et c'est vrai que c'est pour ça que pour moi, ça se rapproche plus presque du chant, avec tout un travail, toute une possibilité de rapprochement, d'écart de ce truchement-là qui est finalement ce par quoi on imagine presque comme un téléphone. On a le destinataire qui est juste là. Et ça, c'est un vrai travail et c'est excessivement gratifiant parce que la diction n'est pas la même, la douceur n'est pas la même. On peut faire des nuances dans la douceur, dans les mezzos et dans le piano qui sont fantastiques. Et c'est vrai que pour moi, j'imagine, lorsque je suis dans les pianos d'un livre, par exemple, dans cette espèce de volume très doux, murmurer quelque chose directement à l'oreille d'un auditeur. C'est quelque chose qui est très différent, qui est excessivement présent et voilà, qui moi me énormément. Pierre-François Garel, vous êtes sensible à cette métaphore musicale? Ça vous parle? Oui. Chantez vous aussi, non? Oui, je chante. Sous la douche. Oui. J'ai toujours, je n'aime pas particulièrement ma voix, mais je trouve, pour un acteur, la voix est un outil quand même génial. Donc effectivement, ça passe aussi par le chant et oui, un texte est musical. Un texte est une partition. On va se faire plaisir, on va replonger dans la musique de La mort du roi de Sangor. Je propose que vous lisiez un deuxième extrait. Pardon, non, pas du tout La mort du roi de Sangor. On en a eu un extrait. Non, on plonge avec vous dans un extrait de Jérôme Ferrari pour justement varier. C'est-à-dire que moi je l'ai particulièrement apprécié, La mort du roi de Sangor, alors je le réécoute très volontiers. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de partager d'autres découvertes. Donc je vous écoute, Pierre-François Garel. Je me souviens de vous, mon capitaine. Je m'en souviens très bien. Et je revois encore distinctement la nuit de désarroi et d'abandon tombée sur vos yeux quand je vous ai appris qu'il s'était pendu. C'était un froid matin de printemps, mon capitaine. C'était il y a si longtemps et pourtant, un court instant, j'ai vu apparaître devant moi le vieillard que vous êtes finalement devenu. Vous m'aviez demandé comment il était possible que nous ayons laissé un prisonnier aussi important que Tahar sans surveillance. Vous aviez répété plusieurs fois
Comment est-ce possible? Comme s'il vous fallait absolument comprendre de quelle négligence inconcevable nous nous étions rendus coupables. Mais que pouvais-je bien vous répondre? Alors je suis resté silencieux. Je vous ai souri. Et vous avez fini par comprendre. Et j'ai vu la nuit tomber sur vous. Vous vous êtes affaissé derrière votre bureau. Toutes les années qui vous restaient à vivre ont couru dans vos veines, elles ont jailli de votre cœur et vous ont submergé. Et il y eut soudain devant moi un vieil homme à l'agonie, ou peut-être un petit enfant, un orphelin, oublié au bord d'une longue route désertique. Vous avez posé sur moi aux cieux plein de ténèbres, et j'ai senti le souffle froid de votre haine impuissante, mon capitaine. Vous n'avez pas fait de reproches, vos lèvres se crispaient pour réprimer le flux acide des mots que vous n'aviez pas le droit de prononcer, et votre corps tremblait parce qu'aucun des élans de révolte qui l'ébranlaient ne pouvait être mené à son terme. La naïveté et l'espoir ne sont pas des excuses, mon capitaine, et vous savez bien que, pas plus que moi, vous ne pouviez être absous de sa mort. Vous avez baissé les yeux et murmuré, je m'en souviens très bien, vous me l'avez pris, Andréani. Vous me l'avez pris. D'une voix brisée. Et j'ai eu honte pour vous, qui n'aviez même plus la force de dissimuler l'obscénité de votre chagrin. Quand vous vous êtes ressaisi, vous m'avez fait un geste de la main sans plus me regarder. Le même geste dont on congédie les domestiques et les chiens. Et vous vous êtes impatienté parce que je prenais le temps de vous saluer. Vous avez dit, foutez-moi le camp, lieutenant. Mais j'ai achevé mon salut et j'ai soigneusement effectué un demi-tour réglementaire avant de sortir. Parce qu'il y a des choses plus importantes que vos états d'âme. J'ai été heureux de me retrouver dans la rue, je vous le confesse, mon capitaine, et d'échapper au spectacle répugnant de vos tourments et de vos luttes perdues d'avance contre vous-même. J'ai respiré l'air pur et j'ai pensé qu'il me faudrait peut-être recommander à l'état-major de me relever de toutes vos responsabilités, que c'était mon devoir. Mais j'ai vite renoncé à cette idée, mon capitaine, car il n'existe pas d'autre vertu que la loyauté. Extrait de Où j'ai laissé mon âme de Jérôme Ferrari. Merci beaucoup. François Gallet, vous avez enregistré plusieurs livres d'ailleurs de Jérôme Ferrari. Seulement deux pour l'instant. Où j'ai laissé mon âme et Sermon sur la chute de Rome, le prix Goncourt. Il y a plus, je suis plus le lecteur de Laurent Godet. Là, il y en a un paquet. Alors il faut souligner que vous avez déjà enregistré pour les éditions Télém 18 livres. Oui. Ben oui, il me propose, alors j'accepte, parce qu'à chaque fois, ce sont des livres très différents. Ça a commencé avec Les Misérables de Victor Hugo. Alors ça, voilà, par exemple, pour revenir sur la difficulté de certaines langues orales, Victor Hugo m'a donné beaucoup de fil à retordre. Mais peut-être parce que je ne prends pas énormément de plaisir à le lire en tant que lecteur chez moi, aussi. Ça va de Victor Hugo à Raymond Radiguet, Le bal du comte d'Orgel, de Laurent Godet, il y a Ouragan, il y a Eldorado, il y a Le soleil d'Escorta, il y a Le sermon sur la chute de Rome, et bien d'autres. 18, donc je ne sais plus exactement. Aussi, il y a un peu de philosophie aussi, L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, qui est très agréable à interpréter, hein, avec son cynisme habituel dans sa plume, c'est très jubilatoire. Donc on peut dire que vous êtes un lecteur tout-terrain. Oui, ça a été écrit une fois dans un article, ça m'a fait sourire. Mais je pense qu'on devient tout-terrain à partir... enfin, voilà, il y a deux lectures possibles, on le voit effectivement là dans les lectures qu'il y a. Je ne fais pas le choix d'interpréter beaucoup les personnages, je reste vraiment à l'endroit du lecteur. C'est aussi les éditions Télém qui me le demandent, mais effectivement ça me permet de circuler sur des langues et des registres très différents, et ça... je le pense, ça reste pour l'auditeur actif, puisque la voix du personnage, c'est à l'auditeur encore de l'inventer.
inventer, puisque moi je ne fais que poser des mots. C'est à l'auditeur de poser beaucoup d'intentions, c'est à l'auditeur de... J'essaye de faire travailler l'auditeur autant qu'il le fera en tant que lecteur. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le comédien doit se faire oublier? Très certainement. Ça n'est pas de la fiction radiophonique, la lecture audio. Pour moi, évidemment, il y a plein de lectures très très différentes et le livre audio est riche de cette pluralité. Mais pour moi, un livre audio, c'est une voix. C'est une voix et ça n'est pas une voix entourée de musique, d'effets sonores, de gravier pour marcher, voilà, comme on peut en avoir chez Radio France et que je fais aussi avec beaucoup de plaisir et que j'écoute avec beaucoup de plaisir. Mais pour moi, le livre audio, c'est un travail. On travaille en tant que lecteur, on découvre une langue, on doit travailler aussi en tant qu'auditeur. Ça ne tombe pas dans les oreilles comme un petit feuilleton. Voilà. Il faut mettre en avant tout l'écriture de l'auteur et pas ma capacité à interpréter telle ou telle voix, tel ou tel personnage, telle ou telle situation. Ça ne m'intéresse absolument pas et puis j'ai le théâtre pour le faire à côté. Vous êtes d'accord, Lila Clara? C'est intéressant comme point de vue et je salue vraiment le nombre d'ouvrages que vous avez enregistrés, c'est merveilleux. Et bon, par rapport à cette, comment dirais-je, à ce nombre d'exemplaires, moi j'en suis vraiment qu'à mon deuxième. Je comprends tout à fait ce que vous dites et je vous rejoins sur certains ouvrages. Je pense qu'il y a certains ouvrages qui ont une patte narratrice un petit peu, on va dire, neutre. C'est par exemple l'exercice que j'ai pu faire pour La mort s'invite à Pemberley, où là on a une incarnation des personnages tout à fait moindre. Bon, par exemple pour celui-ci, mais encore une fois j'ai beaucoup moins d'expérience que vous en termes de nombre d'enregistrements. Donc pour celui-ci, il était très intéressant, comme le livre n'est que dialogue, de pouvoir vraiment montrer et de donner tous les signaux nécessaires à l'auditeur, des changements de parole, c'est-à-dire à la fois voix de téléspectateur, voix du journaliste, bon, vous avez entendu une journaliste, mais il y en a d'autres avant, et voix du narrateur. Et il me semble que le plaisir de l'auditeur serait moindre s'il n'y avait pas ces différents signaux d'interprétation, on va dire de digestion que doit faire le comédien par rapport à son savoir-faire pour le rendu. Donc c'est vrai qu'ensuite c'est une adaptation à l'ouvrage et que bien entendu pour certaines œuvres on va rester beaucoup plus proche, on va dire d'une prose qui va être plus calme et qui va permettre aussi, pour La mort s'invite à Pemberley, il s'agit d'un thriller par exemple, une enquête. Donc il faut que ce soit l'auditeur qui fasse le travail d'enquêteur, même par rapport quelquefois à la voix, puisque ce n'est pas aussi évident. Mais je pense que il n'y a pas une seule technique et je pense que certains livres doivent être incarnés, d'autres non. En tout cas, pour l'instant, c'est les différents cas auxquels je me suis confrontée. Valérie Lévy-Soussan des éditions Audiolib, vous justement, selon les titres que vous avez eu à enregistrer, vous avez eu recours parfois à un seul et parfois à plusieurs comédiens. Alors effectivement, moi je rejoins tous les deux, c'est-à-dire qu'en fonction des livres, je suis plutôt d'accord avec Pierre-François pour dire qu'il faut rester en retrait du texte pour donner à entendre la voix de l'auteur et pour permettre effectivement à ce travail de lecteur de s'effectuer. Mais il est évident que tous les livres ne se prêtent pas à ça. Là par exemple, Origine de l'assassin, c'était vraiment comme une pièce de théâtre. Ce sont des répliques et là, je dirais sans faire que ça mise en scène, etc. Lila Clara s'est vraiment emparée de ça pour donner à entendre quelque chose de l'intention d'auteur. Alors en général, nous faisons des lectures à une voix parce que effectivement le comédien doit s'emparer à la fois de parties narratives, de parties dialoguées, il y a une multiplicité de personnages et sur la durée, bon par exemple L'hygiène de l'assassin c'est très court, hein, c'est 1 heure et quelques, tandis qu'un livre lu dans sa continuité ça va être 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, 20 heures, même 30 heures le prochain Stephen King. Donc là-dessus effectivement si on singeait toutes les voix, si on faisait reconnaître 15 000 personnages, je veux dire l'auditeur fuirait, ce serait juste impossible, c'est cacophonique, on ne comprendrait plus rien. Donc en revenant à cette voie de l'écriture, à voix d'auteur, on permet effectivement à l'auditeur d'écouter. Maintenant, pour certains livres,
quand il y a des personnages, c'est-à-dire des voies narratives très différenciées, c'est-à-dire quand il y a un jeu qui va changer, par exemple on a fait un Q84 de Murakami, chaque chapitre alterne, Kengo, Aomame, donc à chaque fois le narrateur change, et là évidemment il fallait prendre un homme, une femme. On aurait pu prendre une femme qu'un homme, mais je veux dire voilà, c'était beaucoup plus logique parce qu'à chaque fois on a ce personnage et ce qui lui arrive en plus dans son monde à lui, et donc même si après des parties dialoguées dans chaque partie, ça va être le Kengo, Emmanuel Sonnen, Maria Parent, qui vont jouer leur partie. Un autre livre, par exemple, La couleur des sentiments, là il y avait vraiment quatre comédiennes, 4 voix, c'était des femmes d'âge et de conditions différentes, des noirs, des blanches, des pauvres, des riches, et qui avaient des histoires qui se croisaient. Et donc là, pour faciliter le travail du lecteur, enfin d'audio-lecteur, il fallait effectivement avoir aussi des comédiennes différentes. Ça facilitait un petit peu le travail, mais de la même façon, à l'intérieur de chaque partie, il pouvait y avoir des dialogues, etc. Et là, c'était à nouveau le travail du comédien et de pas, voilà, de pas en faire trop, de pas en rajouter, de se bouger dans cette Et la Clara Tessos, vous nous offrez un deuxième extrait de Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb. Mademoiselle, avez-vous déjà aimé? C'est le comble. Nous voici dans la rubrique courrier du cœur. Non, mademoiselle. Si vous aviez déjà aimé, vous sauriez que ça n'a rien à voir. Pauvre Nina, vous n'avez jamais aimé. Pas de ça avec moi, voulez-vous? Et puis, ne m'appelez pas Nina. Vous me mettez mal à l'aise. Pourquoi? Je ne sais pas. Entendre son prénom prononcé par un assassin, doublé d'un obèse, c'est quelque chose d'ignoble. Dommage. J'avais pourtant très envie de vous appeler Nina. De quoi avez-vous peur, Nina? Je n'ai peur de rien. Vous me dégoûtez, c'est tout. Et puis, ne m'appelez pas Nina. C'est dommage. J'ai besoin de vous nommer. Pourquoi? Pauvre petite, vous si aguerrie, si mûre, vous êtes encore, sous certains aspects, comme l'agneau qui vient de naître. Ignorez-vous ce que signifie le besoin de nommer certaines personnes? Imaginez-vous que le commun des mortels s'inspire le même besoin. Jamais, mon enfant, si on éprouve au fond de soi le désir d'invoquer le nom d'un individu, c'est que on aime. Oui, Nina, je vous aime, Nina. Vous avez bientôt fini de dire des âneries. C'est la vérité, Nina. J'en avais une intuition tout à l'heure. Et puis, j'avais cru m'être trompée, mais je ne m'étais pas trompée. C'est surtout ça que j'avais besoin de vous dire, que j'étais en train de mourir. Je crois que je ne pourrais plus vivre sans vous. Nina, je vous aime. Réveillez-vous, imbécile. Je n'ai jamais été plus lucide. La lucidité ne vous sied guère. Peu importe. Je ne compte plus. Je suis tout à vous. Arrêtez ce délire, monsieur Tache. Je sais très bien que vous ne m'aimez pas. Je n'ai rien pour vous plaire. Je le pensais aussi, Nina. Et cet amour se situe bien au-dessus de tout ça. Par pitié, ne me dites pas que vous m'aimez pour mon âme ou je pleure de rire. Non, cet amour se situe plus haut encore. Je vous trouve bien éthéré tout à coup. Ne comprenez-vous pas que l'on peut aimer un être en dehors de toute référence connue? Non, c'est dommage, Nina. Et pourtant, je vous aime. Je vous aime avec tout le mystère que ce verbe suggère. Arrêtez. J'ai compris. Vous cherchez une fin décente pour votre roman, n'est-ce pas? Si vous
saviez combien ce roman m'a dit faire depuis quelques minutes. Je n'en crois rien. Cet inachèvement vous obsède. Vous avez été écœuré en apprenant que je n'avais aucun lien personnel avec vous. Aussi, essayez-vous à présent de créer de toutes pièces ce lien personnel en inventant une histoire d'amour de dernière minute. Vous avez une telle haine de l'insignifiance que vous seriez capable de mensonges les plus énormes pour donner du sens à ce qui n'en aura jamais. Quelle erreur, Léna. L'amour n'a aucun sens. Et c'est pour cette raison qu'il est sacré. N'essayez pas de m'avoir avec votre rhétorique. Vous n'aimez personne à part le cadavre de Léopoldine. Vous devriez avoir honte d'ailleurs De profaner le seul amour de votre vie en me tendant et en me tenant des propos aussi peu crédibles. Je ne le profane pas, au contraire. En vous aimant, je prouve que Léopoldine m'a appris à aimer. Sophisme, ce serait un sophisme si l'amour n'obéissait pas à des règles étrangères à celles de la logique. Écoutez, monsieur Tache. Écrivez ces sottises dans vos romans, si ça vous amuse. Mais cessez de m'utiliser comme cobaye. Nina, ça ne m'amuse pas. L'amour ne sert pas à s'amuser. L'amour ne sert à rien d'autre qu'à aimer. Exaltant. Mais oui, si vous pouviez comprendre le sens de ce verbe, vous seriez aussi exalté que je le suis en cet instant. Nina, Épargnez-moi votre exaltation, voulez-vous? et cessez de m'appeler Nina. Je ne réponds plus de mes actes. Ne répondez plus de vos actes, Nina, et laissez-moi vous aimer, puisque vous n'êtes pas capable de m'aimer en retour. Vous aimez. Il ne manquerait plus que ça. Il faudrait vraiment être pervers pour vous aimer. Soyez donc perverse. Nina, je serais si heureux. On me répugnerait de vous rendre heureux. Personne n'en est plus indigne que vous. Je ne suis pas d'accord avec vous, évidemment. Je suis ignoble, laid, méchant. Je veux être la personne la plus vile du monde, et pourtant, je possède une très rare qualité. Si belle que je ne me trouve pas indigne d'être aimée. Laissez-moi deviner. La modestie. Non. Ma qualité, c'est que je suis capable d'amour. Hygiène de l'assassin, Valérie Leconte. Question à tous les deux, est-ce qu'après un enregistrement qui demande, on le voit quand même, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup d'investissement, est-ce qu'une fois fini, vous tournez la page et vous passez à autre chose, ou est-ce que ces livres que vous enregistrez vous poursuivent encore quelques temps? Gila Clara Jesus. Alors, je parlais de paliers de conclusion. C'est vrai que la réintégration entre le cocon et puis la vie extérieure, je me rappelle la première fois qu'on peut avoir de l'air sur le visage après être sorti du studio, après avoir donné au maximum de l'énergie comme ça, c'est très étrange. On reste dans les vapeurs du livre qu'on a vu, en tout cas, le matin. Et puis après, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a des gens qui ont entendu le livre et qui vous sortent des expressions de votre personnage en vous regardant avec un grand sourire et vous ne réagissez pas et vous dites oui, je vous ai compris, mais vous ne comprenez rien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui part, c'est comme un oiseau qui part de la branche, quelque chose s'est envolé et il revient quand tout d'un coup on reprend le livre. Mais pour moi, il y a vraiment ce travail de réintégration. Une fois qu'on est réintégré, on est prêt à se plonger dans quelque chose. Pierre-François Garret. Non, les livres me suivent autant que ceux que je lis chez moi, où il y a certains qui ne me suivent pas du tout, d'autres qui... En tant qu'interprète, je me fais... ça se
soit en lecture ou au théâtre, je ne crois pas en la vie avec notre personnage et quelque chose qui nous poursuit derrière. Ça me dépasse complètement cette chose-là. Je pense que ça me ferait mal si ça m'appartenait, enfin si je subissais ça. Donc non, j'essaye de ne pas me faire mal pendant la lecture et une fois que je sors du studio, je lis. Est-ce qu'il y a malgré tout un titre en particulier qui vous est resté peut-être Ouragan de Laurent Godet, parce que c'est le premier Godet que j'ai lu et c'est la première fois qu'il fallait donner le signe de plusieurs fois. Et que j'ai saisi l'importance et la capacité que pouvait avoir le silence dans le livre audio. Voilà. Et sinon, il y a plein de livres que j'aimerais lire. Alors, par exemple? Je sais pas, mais souvent ce sont, enfin, je sais pas, la liste est trop longue, mais Les Chants de Mal d'Aurore de Lautréamont, je trouve ça sublimissime en lecture pour soi. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose à faire au niveau du livre audio de Lorraine, et je crois que ça a été enregistré un nombre de points incalculable, donc ça ne sera peut-être pas réenregistré sitôt, mais oui, il y a des auteurs, Jacques Chesset, j'aimerais beaucoup lire Quignard, j'aimerais beaucoup enregistrer Quignard, mais voilà, la maison d'édition avec laquelle je travaille ne peut pas tout enregistrer, elle ne peut travailler qu'avec certaines maisons d'édition, donc voilà. Et je suis très content de lire Godet et Jérôme Ferrari aussi. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut vous écouter ou vous voir sur scène dans les temps qui viennent, l'un et l'autre? Lila Clara Tessos? Alors moi, le 4 avril, je présenterai mon livre qui est paru au but, au théâtre et sacré dans la tradition juive, donc à la librairie théâtrale. Et puis le 7 avril, je ferai une lecture du journal de Lemberg, qui a également été enregistré chez Audiolib. Donc une lecture qui se fera à la synagogue Adat Shalom. Donc on peut retrouver ça facilement sur le net par la page Facebook de Lila Clara Tessos, artiste de l'UNESCO pour la paix. C'est en libre accès et je serai ravie de pouvoir rencontrer des personnes intéressées par la lecture. François Garel? La semaine prochaine, mais je ne sais plus les dates, je suis à Reims pour jouer la comtesse Bathory dans un spectacle qui s'appelle Acte 0. Je joue une comtesse du XVIe siècle qui a tué 600 jeunes filles dans ses châteaux. Et puis ça sera en novembre prochain à la Colline, au théâtre de la Colline, dans la prochaine pièce de Christian Lupa, metteur en scène polonais, Perturbation d'après Thomas Bernhardt. Et puis en mars-avril 2014, je crois, alors du coup, au TGP, dans Phèdre de Racine, mis en scène par Christophe Pro. Merci beaucoup à tous les trois. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur les livres audio, le travail de Lire dans le Noir, les titres qu'on a évoqués, n'hésitez pas à aller voir les bénévoles de l'association qui sont présents ici sur le stand. Vous pouvez aussi écouter sur la borne audio des extraits des livres que nous avons sélectionnés parce que nous les avons énormément aimés. Le stand Audiolib, Valérie M42. Vous attend aussi écouter des livres. Et puis l'intégralité de cette rencontre a été enregistrée. Vous pourrez donc prochainement la réécouter sur le site liredansleNoir.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Merci beaucoup.